Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Cédric Piechocki, coach sportif à domicile du côté de Metz et propriétaire d'un studio de coaching EMS. Cédric nous explique comment il a démarré dans le coaching, pourquoi il a choisi le coaching à domicile et également comment il s'y est pris pour monter son propre studio de coaching. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Cédric, de comment structurer son cursus de formation, quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on veut se faire connaître rapidement, de la puissance de la création de contenu, de comment générer du bouche à oreille positif, comment gérer son planning au quotidien quand on est coach sportif et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Cédric. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Cédric Piechocki. Bonjour Cédric. Salut Andy. Première petite question, Cédric, j'ai pas mal de choses à voir avec toi, notamment par rapport à ton business que je te connais un petit peu sur la partie coaching à domicile. Il y en a beaucoup qui se posent la question. Coaching également dans un studio. Et je sais que toi, tu as la particularité d'avoir les deux casquettes. Ouais. Et juste avant de parler un petit peu de tout ça, présente-toi rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je m'appelle Cédric. Je fais du coaching sportif à domicile depuis 2013. Et j'ai ouvert un studio de coaching à la base dédié à l'EMS en juin 2017. Et voilà, donc je couple les deux. Je suis sur les deux statuts, donc sur un coach en studio et du coaching à domicile sur la périphérie messine, pour ceux qui se situent dans le nord-est de la France. Yes. Juste avant de revenir du coup sur tes débuts dans le coaching, j'aime bien savoir un petit peu comment tu es rentré dans ce milieu-là. Est-ce que c'était par pure opportunité ou comme beaucoup que j'ai interviewé, c'était parce que tu étais un amoureux du sport et que tu ne voyais pas faire autre chose que du sport? Comment ça s'est passé pour toi? Bon, on ne va pas être loin de ça. Hein. On va pas être loin de ça, comme beaucoup, je pense. Donc moi, j'ai une formation STAPS où à la base, j'ai fait STAPS pour être prof de PS, comme beaucoup de gens qui sont passionnés par le sport. Et je me suis vite rendu compte que la manière d'y accéder ne correspondait pas forcément à ce que je pouvais donner, même si j'ai eu l'occasion de pratiquer ce métier-là et c'est quelque chose de vraiment génial. Et à un moment donné, j'ai eu l'occasion en fait de rentrer chez Domicile Gym, donc un réseau de coaching national, et parce que j'avais cette envie de pouvoir transmettre ma passion du sport, ce que j'aimais. Après, je me suis vite rendu compte qu'entre aimer le sport et transmettre ce qu'on sait, il y a quand même un écart où juste aimer le sport et être sportif, ça ne suffit pas forcément à être un bon coach, parce qu'il faut savoir prendre les gens dans leurs particularités et dans leur individualité. Et c'est ce que demande le coaching sportif, et ça me permet vraiment de pouvoir transmettre ce que j'aime, où je vois le côté sport santé. Je suis très compétiteur. Je suis peut-être de moins en moins avec les années, mais voilà, j'ai cette envie de vouloir transmettre ce côté de dire bougez-vous et vous vous sentirez mieux. Ok. Et au niveau du STAPS, tu en penses quoi? Ça t'a servi? Ça t'a permis de te lancer correctement? Pour ceux qui… je pose toujours cette question parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'opportunités de pouvoir rentrer un petit peu dans le domaine du coaching sportif. Donc, pour toi, un petit peu par rapport à ce que tu as pu vivre? Après, pour du coaching sportif, je pense que la formation STAPS qui collerait le mieux, ce serait peut-être la filière entraînement sportif. Parce qu'après, il y en existe tellement que des fois, c'est difficile de savoir vers quelle filière aller. Mais je pense que l'entraînement sportif est sûrement celle qui correspond le mieux. Après, j'ai décroché depuis longtemps sur ce qui est proposé en STAPS. Donc, peut-être que depuis, il y a du nouveau.
Mais après, non, pour le coaching sportif, c'est léger. Ça donne la carte professionnelle, ça autorise à bosser. Mais après, il faut quand même continuer tous les ans et régulièrement à se former. Ça peut être sur du technique, sur une approche technique, c'est-à-dire comment prendre quelqu'un en charge qui a des problèmes de dos récurrents, pourquoi il a des problèmes de dos, savoir creuser le pourquoi du comment. Après, il y a la partie, la casquette d'entrepreneur. C'est que être coach, entre guillemets, c'est presque le plus simple. C'est-à-dire que prendre quelqu'un en charge, une fois qu'on a la partie technique et théorique, on sait faire. On peut toujours continuer, mais c'est plus simple. Après, il y a la casquette d'entrepreneur qui est plus difficile. Comment se faire connaître, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quel moment il faut le faire, pourquoi il faut le faire. Voilà. Après, compter sur le bouche-oreille, c'est bien, ça marche très bien, mais c'est ce qui marche le mieux, j'ai presque envie de dire. Alors maintenant, avec les réseaux et tout, c'est peut-être un peu plus simple de se faire connaître. Mais la casquette d'entrepreneur, en STAPS, c'est sûr et certain qu'on ne nous apprend pas à être entrepreneur. En STAPS, on nous prépare à être prof de PS ou prof ou EduxP, du moins plutôt APA, voilà, ce genre de choses. Mais pour du coaching sportif, la licence STAPS, elle est solide sur tout ce qui peut être anatomie, physiologie, ce genre de choses. Mais sur le reste, il y a un petit manque. Comment tu as fait? Parce que je sais que tu fais énormément de formations sur le côté technique. Comment tu as fait du coup au cours de ces années? Est-ce que tu as planifié du coup les différentes formations que tu voulais faire ou c'est au fur et à mesure de tes découvertes, tu t'es dit tiens, je vais prendre cette compétence-là, je vais la rajouter dans on va dire dans mon bagage, dans mon cursus ou pour donner en fait des idées parce que c'est vrai que qu'on démarre par du STAPS, qu'on démarre par un BPGEPS ou n'importe quel type de diplôme. Bon, on a la base, quoi. À partir de là, après, c'est de greffer des compétences un petit peu plus rares et uniques pour être un peu aussi différent des autres. Comment toi, tu t'y es pris? Est-ce qu'au début, c'était, voilà, il y avait un truc qui t'intéressait, tu y as été? Ou je sais qu'avec Domicile Gym aussi… Ouais. Au début, c'était un peu ça. Je voyais les formations qui passaient un peu avec Leaderfit, avec Domicile Gym aussi, où on est formé tous les ans, on a des formations tous les ans. Et du coup, je choisissais un peu. Il y a des années, je faisais rien. Non, j'ai fait des formations tous les ans. Je faisais rien, mais tous les ans, j'ai des formations. Et après, il y a des formations qui sont planifiées. J'en ai une, je voulais la faire l'année dernière. Je pense qu'elle sera plus pour cette année ou l'année prochaine. Ça, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais me diriger au niveau de la posture. Donc, autant il y en a quelques-unes qui sont vraiment « Ah tiens, ça a l'air sympa, allez, je m'y inscris ». Autant il y en a d'autres où effectivement, c'est des choses un peu plus pointues qui me tiennent un peu plus à cœur. Où celles-là, je les planifie et j'essaie de m'arranger, de m'organiser pour y participer dans un délai, on va dire, à court ou moyen terme. Qu'est-ce que tu pourrais justement conseiller aux jeunes coachs qui démarrent pour justement structurer leur cursus de formation? Est-ce que ce serait d'en faire? Parce qu'il y a deux. C'est soit je fais rien du tout, j'ai l'impression d'avoir mon diplôme et voilà. Ou soit tu en as, ils font des certifications ou des formations tous les week-ends, mais sans jamais réellement mettre en place ce qu'ils apprennent. Après, la réponse va être un peu facile, j'ai envie de dire, mais il faut trouver le juste milieu entre vouloir tout faire et avoir une boîte à outils qui est énorme. Au final, si on ne s'en sert pas, ça sert à rien. Moi, ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des formations où je me sers très, très peu finalement parce que j'ai du mal à l'intégrer dans mon coaching, sachant que je fais que du coaching individuel. Donc après, il y a des formations qui sont peut-être plus adaptées, plus faciles à mettre en place sur du coaching de groupe. Après, il faut se former. La personne qui va sortir d'un CQP, d'un BPGEP, d'un STAPS ou je ne sais quelle formation, si la personne pense qu'à 20 ou 21 ans, elle arrive sur le marché du coaching et qu'elle dit « moi, je sais tout », cette personne-là ne fera pas long feu. Ça, c'est une certitude. Parce qu'à force de tout savoir, à un moment donné, elle sera en retard sur certaines choses. Après, les formations, moi, je conseille de trouver ce qui fait vibrer la personne. C'est-à-dire que si la personne elle est fan de yoga ou de pilates ou je sais pas, de TRX ou de CrossFit, peu importe le milieu,
qu'elle se forme à fond dans ce milieu-là tous les ans, où je pense que régulièrement, il y a des choses nouvelles qui sortent. Le yoga et le pilate, pour prendre l'exemple là, c'est des choses normalement qui sont très carrées, très structurées, mais de plus en plus, il y en a qui proposent des formations pour changer un peu la vision de ces activités-là, et ça permet de dynamiser des coachings. Après, on aime ou on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas, et c'est à la personne de choisir en fait la personne doit trouver ce qui la fait vibrer. C'est-à-dire que moi, je suis formé en pilates, je suis formé en yoga, c'est des techniques que j'utilise un petit peu, mais je sais que je resterai, je pense, au niveau pilates, au niveau yoga que j'ai, je resterai sur le niveau que j'ai parce que c'est pas ce qui me fait le plus vibrer en fait. Ouais, en fait, il y a deux façons de enfin, je pense les techniques, c'est soit tu connais la méthodologie, tu sais enseigner entre guillemets le côté un peu fondamentaux, généraliste de la discipline, ou après tu en fais entre guillemets ton expertise, et là tu vas très loin dans la discipline, quoi. C'est ça. Ok. Et comment tu as décidé, ça s'est fait tout de suite, du coup, le business model, direction, coaching à domicile, ou tu as testé avant dans les clubs ou autre? Ça s'est fait comment ce choix-là? Alors, non, c'était tout de suite vers le domicile, parce que j'aime le contact humain. Et en fait, les peu de fois où j'ai eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, d'aller dans des salles ou quoi, moi, c'est un milieu qui, j'ai rien contre ça, mais moi, j'accroche pas. J'accroche pas avec le milieu salle. Alors, après, je sais que ça plaît à plein de gens, et si ça leur plaît, tant mieux. Mais moi, c'est pas un milieu dans lequel je me verrais. Ou alors, c'est vraiment, quand j'ai commencé, ça n'existait pas trop, mais maintenant, il y a dans les salles des parties où c'est vraiment small group, où là, peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresserait plus. Mais le côté plateau muscu pur, moi, c'est pas ce qui me fait vibrer, c'est pas mon approche, et je laisse ça à ceux qui le veulent. Donc, le domicile, c'est quand même présenté, proposé assez naturellement. En plus, toi, tu es dans une zone, alors je ne sais pas au début, mais tu es dans une zone aujourd'hui où tu vois, tu n'as pas 300 000 personnes. Tu es dans un petit village. Alors, Metz, c'est un peu plus grand, mais. Mais voilà, moi, je suis sur la périphérie messine, donc je touche un petit peu Metz. Je suis à 20 minutes de Metz pour ceux qui veulent situer un peu. Et ça draine pas mal de monde. J'ai la chance d'avoir le Luxembourg qui est pas loin. Donc, j'ai beaucoup de gens qui bossent au Luxembourg. Donc, ça, en termes de pouvoir d'achat, ça peut aider. Les gens sont peut-être un peu moins frileux que pour certains qui sont dans la campagne, et ça peut être plus compliqué de trouver des gens. Après, j'ai envie de dire, même si on est sur la personne qui est sur une zone géographique où il n'y a que 20 000 personnes, si elle prend 1% des 20 000. Oui, alors ouais, justement, la question, qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à des personnes qui ne sont pas en plein cœur de Paris et qui me disent, ouais, mais moi, il n'y a que 30 000 ou 40 000 ou même 15 000 personnes. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là qui disent que ce n'est pas possible de développer du coaching? Je leur dirais déjà, est-ce qu'ils sont sûrs, est-ce qu'ils ont demandé aux 20 000 personnes ou aux 30 000 personnes qui sont là s'ils n'étaient vraiment pas intéressés par le coaching? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de croiser des gens, entre guillemets, on les croise comme ça, on se dit, bon, de toute façon, eux, ils sont pas intéressés par le coaching, et en fait, c'est eux qui sont le plus intéressés, et que des fois, on se rend compte qu'on pense qu'on n'intéresse personne, et au final, une fois qu'on se fait connaître et tout, on a des coups de fil pour dire, ah bah tiens, ça fait longtemps que je cherchais, je voulais faire du sport et tout, et on se retrouve, et de fil en aiguille, on se retrouve avec un carnet d'adresses qui gonfle. Et comme je dis, c'est sur 20 000 personnes, si les gens prennent le coach prend 1% de ces 20 000 personnes, normalement, il remplit l'agenda. Ouais, même un peu plus. Ouais. Même un peu plus que l'agenda. Donc après, il y a toujours des personnes qui vont essayer, qui vont prendre du coaching sportif pour essayer, qui ne connaissent pas, donc ils essayent. Il y en a qui vont accrocher, qui vont continuer. Il y en a d'autres qui disent, OK, j'ai essayé, ça ne me convient plus, ou c'est pas ce que je cherchais. Mais il faut se faire connaître. Le premier truc, c'est de se faire connaître et de montrer qu'on a des compétences et qu'on peut vraiment aider les gens sur les différentes problématiques qu'ils peuvent avoir. Comment tu as fait, pour te faire connaître et pour faire prendre conscience aux gens de ton expertise, du coup? Ça s'est fait comment? Est-ce que ça a été compliqué au début, ou ça s'est fait naturellement ou par la formation?
J'ai eu plusieurs phases. C'est que le début, moi, je suis rentré dans le réseau domicile, donc j'ai bénéficié de cette communication-là où j'ai une collègue qui est sur Metz, donc j'ai un peu bénéficié de son réseau aussi. Donc là-dessus, voilà. J'ai eu la chance de rentrer dans un réseau qui m'a amené du monde, où l'agenda s'est rempli très rapidement. Après, j'ai eu des phases où, sans trop d'explications, on perd quelques heures de cours, ça remonte, après ça stabilise. Mais pour se faire connaître, l'idéal, c'est que les gens nous voient et doivent savoir qu'on existe. Alors après, j'ai essayé de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres. On perd beaucoup de temps, de l'argent. Et ouais, j'ai dû en distribuer, je sais pas, j'ai passé une après-midi 4 heures à distribuer des flyers. Là où je l'ai fait, en tout cas, pourtant, j'ai bien ciblé le quartier. Voilà, j'ai été mettre ça dans un quartier où potentiellement le pouvoir d'achat n'était pas suffisant, ça n'avait rien donné, donc j'ai arrêté de distribuer des flyers. Après, ça peut être, j'ai mis des cartes dans certains magasins, des magasins pareils, bien ciblés, où ça a permis d'avoir un ou deux contacts. J'ai eu la chance d'avoir un ou deux articles dans le journal, donc ça aide. Facebook, ça m'a aidé un petit peu aussi. Et après, une fois que j'ai commencé, c'est le bouche-oreille. C'est le bouche-oreille. Souvent, c'est j'ai une amie qui machin, j'ai un collègue qui m'a parlé de vous parce qu'il vous a vu sur le net et tout. Donc, après, c'est le bouche-oreille qui fonctionne beaucoup. Et je pense que maintenant, de toute façon, alors, j'ai envie de dire, il faut être présent sur les réseaux, alors qu'il y en a très bien qui coachent, qui ont un agenda plein sans forcément être hyper présent sur les réseaux. Et ça, c'est pareil, la communication, c'est à voir ce que la personne elle est capable de faire. Comment tu as fait pour avoir des articles de presse, par exemple? Est-ce que tu as des stratégies à nous partager par rapport à ça? Non, j'ai le contact. Ok. La première fois que j'ai été dans le journal, c'est en fait, j'ai connu le journaliste par une personne interposée. J'ai demandé de nous mettre en relation parce qu'il y avait une rubrique où c'est « J'ai testé pour vous ». En fait, le journaliste se mettait dans la peau et puis il testait. Un coup, il testait un peu tout, le parachute, il testait plein de choses. Et là, du coup, je lui ai proposé de tester le coaching sportif. Donc, je lui ai proposé du coaching je crois que je l'ai coaché pendant un mois ou un mois et demi. Et en échange, j'ai eu une première page, mais quand j'ai une première page, j'ai eu la première page. Tu voyais que moi en première page. Plus à l'intérieur du journal, j'avais une moitié de page, voire une page entière. Ouais, là, c'était un gros. Ah ouais, j'ai eu un gros truc. Donc, il y a eu moins de retombées que ce que je pensais. Mais les gens me croisaient. Ah, c'est vous qu'on a vu dans le journal? Oui, c'est moi. Même si tout de suite, il n'y a pas eu de l'impact tout de suite, au fur et à mesure, voilà, là, j'y ai encore été il y a 2-3 semaines dans le journal pour la reprise de janvier sur les bonnes résolutions. Et donc, pareil, la journaliste me connaît, donc maintenant, si elle a besoin, elle m'appelle. C'est pas moi qui fais forcément la démarche de dire que je veux une pub dans le journal. J'ai déjà voulu le faire. Ouais, vaut mieux distribuer des flyers peut-être. Mais parce que en général, les tarifs sont pas donnés et en termes de retombées, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, j'ai eu la chance d'avoir les contacts pour avoir l'article. Ouais, quand j'étais manager de club, je l'ai fait pour des clubs. Effectivement, le prix pour être dans des journaux, des magazines ou autres, ça coûte un bras. Le problème avec ça et avec, on va dire, le marketing traditionnel, c'est que c'est très difficile de le quantifier, sauf si tu mets sur le coupon, ramenez-moi le coupon pour vraiment voir du coup si on va dire la pub a eu vraiment un impact au niveau financier. Mais c'est clair que voilà, c'est sûr que trouver le bon contact, c'est plutôt puissant, quoi, ça c'est sûr. Et du coup, tu nous as parlé de médias sociaux ou d'être visible un peu sur le web. Est-ce que tu as testé des choses, toi, qui ont fonctionné de ton côté? J'ai déjà eu des périodes où j'étais très actif sur Facebook. En termes où j'essaie de publier régulièrement, ça fonctionne. Après, il y a des périodes où ça a fonctionné, il y a d'autres périodes où on ne sait pas pourquoi ça ne fonctionne pas, où les gens sont peut-être moins intéressés. Après, il paraît qu'il y a des heures auxquelles il faut publier. Donc après, ça, c'est des choses un peu plus techniques où
où c'est pareil, quand on ne sait pas et qu'on publie à n'importe quelle heure, ben, c'est un peu compliqué. Et après, moi, je suis juste sur Facebook, j'ai Insta, mais je m'en sers surtout pour suivre plutôt que pour être vu. Après, est-ce que je vais m'y mettre ou pas? Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, je vais devoir faire comme les jeunes et rentrer dans le moule des réseaux. Après, voilà, ça fait un moment que j'ai un projet, tu le sais, et sur des petites vidéos, des petites captures, des petites vidéos d'une minute. Et j'ai encore du mal en fait, je sais pas, je sais comment, j'ai une idée de comment le faire, mais je me dis, ça se trouve, je vais le faire, je vais pas perdre du temps, parce qu'on ne perd jamais de temps. On apprend, même si on se trompe, c'est de l'apprentissage. Mais je me dis, ça se trouve, je vais prendre le temps de le faire. C'est un truc d'une, 2 minutes, je vais le faire régulièrement. Et il y a toujours cette peur de se dire, ouais, mais ça se trouve, je vais le faire pour rien. Alors après, il faut le faire. Après, là, sur ces derniers mois, j'ai pas eu le temps parce que j'étais sur d'autres choses. Donc, j'avais laissé tomber ce truc-là. Mais je compte bien le refaire. Et de plus en plus, sur les réseaux, on voit pour ceux qui ont Insta, surtout Insta, où il y en a qui montrent comment ne plus avoir telle problématique ou comment travailler son biceps à la maison. Et vraiment faire des petites captures. Ça prend 3 photos, ça prend des vidéos de 20-30 secondes. Et même si ce ne sera pas un cadrage pro avec une lumière, avec machin et tout ce qu'on peut imaginer par les Instagrammeurs et les influenceurs, je vais être moi-même, je vais être nature comme je l'ai fait il y a un an et demi, mon calendrier de l'Avent, où voilà, au début, je ne savais pas trop comment faire les vidéos et en fait, à la fin, je restais moi-même. Je revenais d'un footing, j'étais trempé, les cheveux, le bonnet dans tous les sens. Et je faisais ma vidéo telle qu'elle et il ne faut pas jouer. L'authenticité, c'est ce qui marche le mieux. Hein. C'est ça. Après, comme tu l'as dit, on n'est pas, sauf si vous voulez devenir influenceur, Instagrammeur ou autre, et auquel cas, voilà, il y a des codes précis. Mais si on veut développer un business, notamment via la création de contenu, c'est clair que l'authenticité marchera toujours. Et c'est vrai qu'il y a 2 façons en fait de voir les choses. C'est soit, parce que c'est souvent une question qu'on me pose, c'est est-ce que je dois communiquer via ma marque ou est-ce que je dois communiquer via mon nom personnel? Alors, quand vous êtes seul, il faut mieux effectivement parler en votre nom. Et même quand on a une marque, c'est toujours intéressant en fait que la personne qui est investigateur de la marque prenne la parole parce que voilà, on aura toujours plus confiance en quelqu'un qu'en une marque, quoi. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Et comme tu le dis, on se prend souvent la tête. C'est un peu cette peur des médias sociaux et du regard des autres et de se trouver ridicule. C'est clair que le premier coaching, je pense que le tien comme le mien, comme tous ceux qui se lancent dans le coaching sportif, ça n'a jamais été comme ça. On était comme ça. Ouais, ça n'a jamais été notre meilleur coaching, Donc, on apprend en fait. Et comme tu le dis aussi, la création de contenu, c'est quelque chose d'organique et ça prend du temps, quoi. Et c'est sûr que ce n'est pas parce que tu vas publier pendant 10 jours non-stop que tu vas avoir des résultats. Peut-être que tu vas commencer à engendrer quelque chose, des discussions ou autre, mais il se peut que ça prenne du temps. Et on en a déjà discuté ensemble et je partage pas mal de choses par rapport au test. Là, la semaine dernière, j'ai eu une personne, donc un coach qui me suit depuis 13 ans. et en fait, on ne s'est jamais contacté, il n'a jamais pris aucun programme et tout. Et en fait, dans ma tête, et je vous l'ai déjà dit ça, qu'il fallait, que ça pouvait, entre guillemets, entre 6 mois et 1 an et demi, voire 2 ans, que des gens en fait, qui sont tombés sur vous appellent à un moment donné. Et là, je me suis dit, 13 ans, le cycle est vachement long, quoi, tu vois. Donc, c'est sûr qu'on on va pas attendre qu'un prospect attende 13 ans avant qu'il devienne notre client. Mais c'est pour vous dire que voilà, on sème. En fait, pour moi, la création de contenu, c'est on sème des graines, quoi. Et comme tu le dis au sein de du journal ou tout ce qu'on peut mettre en place, c'est que un peu comme Coca-Cola. Coca-Cola, en soi, il n'a pas de raison d'être de remettre en fait dans notre figure le sigle Coca-Cola ou McDo. Mais en fait, ils le font perpétuellement parce qu'ils savent très bien que c'est la répétition qui fait que ah ouais, tiens Cédric. Ça fait longtemps que j'y ai pas été au McDo. Non, mais par exemple. C'est ça. Donc, c'est sûr que nous, on n'a pas le même pouvoir de frappe au niveau publicité, mais en tout cas, c'est un peu ça.
le fait de vous voir régulièrement sur un média social. C'est pour ça que choisir un média social, c'est intéressant. Je pense que le moins bon aujourd'hui, c'est la page Facebook parce qu'aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible parce que Facebook ne met pas, on va dire, les publications à la vue des personnes qui aiment notre page. Mais, alors qu'il y a 1 ou 2 ans de ça, la page Facebook, c'est ce qu'il fallait avoir. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui ont injecté énormément d'argent pour avoir beaucoup de likes et d'abonnés et tout, et qui ont gueulé quand forcément l'algorithme change. Et aujourd'hui, on sait très bien que Facebook veut qu'on sponsorise les posts pour qu'ils soient vus auprès de la communauté. Donc oui, ça change beaucoup par rapport à ça. Mais voilà, ceux qui se posent les questions sur la création de contenu, choisissez un média social. Instagram, c'est pas mal. LinkedIn, c'est pas mal. Je sais que TikTok, aujourd'hui, c'est en train de devenir aussi quelque chose d'assez fort. Au lieu d'être partout, choisissez un canal et lancez-vous. Et comme tu l'as dit, il faut éviter en fait de se poser la question de regarder le retour sur investissement parce qu'on peut se dire, en fait, on fait ça pour rien. Je pars du principe, comme tu l'as dit, c'est qu'on apprend forcément. Alors certes, on n'a pas des retombées financières tout de suite, mais ça va porter ses fruits à un moment donné, quoi. Mais en tout cas, vaut mieux être vu un petit peu que pas du tout. Parce que le coach qui n'est pas vu, à moins qu'il ait qu'il soit très, très connu dans le milieu, du moins, on sait qu'il y a des coachs qui existent en France, ils n'ont pas besoin de communication, tout le monde les connaît, rien qu'à prononcer leur nom. Mais en tout cas, il faut se faire voir, que ce soit de manière physique, ça peut être des petits événements sur le secteur. Moi, je sais que près de chez moi, des fois, il y a des petits événements sur lesquels j'allais. J'avais un stand, je ne croisais pas forcément beaucoup de personnes, mais les gens étaient là. Il y avait une photo, il y avait toujours les journalistes, donc forcément, je passais au moins mon nom était écrit dans le journal. Peut-être que tout le monde ne le lisait pas, mais il suffit qu'il y en ait peut-être un qui le voit. Et après, mis bout à bout, ça peut générer un truc bien. Alors après, il faut bien choisir ses événements. Si c'est pour aller tenir un stand de la foire du cochon, j'irai contre la foire du cochon. Mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et après, voilà, c'est quand les gens communiquent, comme on disait tout à l'heure, il faut rester authentique. C'est que des fois, moi je le sais, je l'ai fait quand j'ai commencé le coaching, où on essaye d'être. Les gens ont une image du coach sportif. Ça ne fait pas la fête, ça boit jamais un verre de vin, ça mange hyper sain tout le temps, machin et tout. Alors que faut pas oublier qu'on est des sportifs en général, c'est presque souvent les pires. Mais voilà, c'est que on sait faire les deux. On sait faire les deux. Au départ, voilà, je sais que j'étais sur cette image de hyper carré. Après, au fur et à mesure, je me lâchais parce que je me rendais compte que finalement, c'était pas moi et que je suis resté authentique. Maintenant, les gens savent que je suis amateur de bière, par exemple, que j'aime bien manger, mais à côté de ça, je trouve l'équilibre pour justement pour rester sur un mode de vie qui reste. Et ça, très clairement, c'est des choses que tu peux montrer parce que souvent, quand on veut trop être élitiste, en fait, on fait fuir beaucoup de personnes, quoi, parce qu'on se dit, ah ben non, mais en fait, c'est impossible que j'ai la même hygiène de vie que lui ou la même vie. Donc, autant pas démarrer quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, des coachs qui, on va dire, sont des personnes lambda, mais qui arrivent en fait à amener une communauté parce que les gens de la communauté s'identifient à cette personne-là. Donc, c'est clair que c'est extrêmement puissant. Et comment tu fais pour générer du bouche à oreille positif, pour générer du parrainage? Est-ce que tu as des stratégies? Est-ce que tu as des choses particulières que tu pourrais nous partager? Soit c'est déjà arrivé que les gens parlent naturellement, parlent d'eux-mêmes à leurs amis ou à leur famille, de dire j'ai commencé avec un coach, machin. Et puis, tu nous diras comment c'est. Hein. Voilà. Soit des fois je demande directement, aux gens s'ils n'ont pas des amis qui potentiellement seraient intéressés pour une remise en forme, quelle qu'elle soit. Et oui, j'ai ma copine là, machin. La dernière fois, elle s'est plainte, elle arrive à la ménopause, elle arrive à 60 ans ou elle arrive à la quarantaine et elle a pris un peu de poids, machin, elle veut se remettre au sport. J'appelle, des fois ça fonctionne, des fois on dit oui, tiens, c'est vrai que ça peut être bien. J'osais pas trop me lancer, je savais pas qui appeler. Donc on arrive
à point nommé. Et des fois, on appelle et en fait, la personne dit, bah non, pas du tout, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Au revoir, bonne journée. Mais cette personne-là, on l'a eu au téléphone. Et que peut-être que dans 6 mois, elle aura peut-être envie, ou qu'il y a peut-être un ami à lui ou à elle qui va te dire ah bah tiens, moi j'aimerais bien faire ça. Ah bah tiens, la dernière fois, il y a un coach qui m'a appelé parce que ma copine, machin. Et ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Après, voilà, il ne faut pas avoir peur de demander aux gens s'ils ne connaissent pas des gens qui seraient intéressés. Est-ce que toi, tu as un process précis ou, entre guillemets, c'est un peu au feeling ou autre? C'est au feeling. C'est au feeling? Ok. Ouais. C'est au feeling. Après, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir une cliente, elle ne l'avait dit à personne qu'elle avait un coach. Elle ne voulait pas que ça se sache. Ok. Donc, elle, une fois qu'elle m'a dit ça, très rapidement, en fait, en général, j'essaie de demander très rapidement si les gens n'ont pas des amis qui seraient intéressés ou de la famille. Mais là, vu qu'elle m'avait dit ça très rapidement, elle, je ne lui ai même pas posé la question. En fait. Au final, j'allais poser une question où j'avais déjà eu la réponse. Ouais. Après, voilà, je le sens, c'est vraiment au feeling, quoi. Après, ça peut être pour développer un certain secteur. Moi, j'essaie d'être géographiquement sur certaines zones en fonction du moment de la journée. Voilà, quand j'ai des zones où c'est un peu plus creux à certains moments de la journée, les gens qui sont uniquement sur cette zone-là, je cherche à me dire, dans les gens, vous n'avez pas des amis autour de telle ville ou telle ville qui seraient intéressés par le coaching. Et, à part un nom, ça ne demande pas grand-chose en fait. Hein. On risque rien. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette peur et je l'ai aussi, hein, c'est cette peur d'avoir l'impression de gêner les gens et de les déranger en leur posant des questions comme ça. Alors qu'au final, moi, j'ai des clients que j'ai depuis X années. Donc, si je sais qu'ils parlent de moi, je n'ai même pas besoin de leur demander. En fait, je sais qu'ils parlent de moi et que s'il y avait quelqu'un de proche qui était déjà intéressé, il m'aurait déjà appelé. Je suis pas dans le process à dire donnez-le-moi quand même le numéro, moi je vais l'appeler. Et essayer de convaincre la personne de faire une séance pour essayer. Non, moi je force pas les gens, je suis pas le commercial. Essayer de vendre à tout prix du coaching sportif. Voilà, la dernière fois j'ai eu un prospect où la personne voulait changer, voulait évoluer, voilà. Mais en fait, elle n'était pas prête à faire ce que je lui avais donné des exemples. Elle me dit, même ça, moi, je ne veux pas le faire. Et bon, en fait, vous n'êtes pas prête à m'écouter alors que vous m'appelez. Donc voilà, après, je lui ai fait comprendre que moi, je travaillais comme ça et que ce serait elle de voir. Je lui ai laissé quelques jours pour réfléchir, pour voir si elle était OK ou pas de travailler comme moi, je le voyais, pour l'aider elle, en fait. Et bon, au final, le prospect est resté un prospect. Et c'est intéressant, on en parlait un petit peu en off avant. Souvent, quand on démarre et quand on n'a pas de clients, c'est un peu la stratégie de je veux tout le monde parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de cash rapidement. Et on s'aperçoit au fur et à mesure de nos expériences, c'est que y a des clients qu'on préfère coacher, il y en a d'autres qui nous saoulent véritablement. Et au lieu que ce soit… alors oui, on gagne de l'argent, le problème, c'est qu'on a au niveau mental, au niveau stress ou au niveau, je ne sais pas, les nerfs, il y a des fois, on se dit, ouais, il faut mieux que cette personne, elle ne soit plus ma cliente parce que pour moi, je m'épanouirais un petit peu plus. Et vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, comme disait Cédric, l'idée, ça va être de sélectionner. Et ça aussi, en vente, même si ça n'a pas marché avec ta prospect, c'est que ce n'est pas en fait à votre prospect de s'adapter à vous, c'est plutôt à votre prospect de s'adapter du coup à votre propre méthodologie. Et j'aimais bien ce que tu me partageais du coup avant en off sur le fait d'avoir une sorte de contrat moral, c'est ça que si elle s'engage en fait. Et moi, c'est ce que j'explique un peu. Pour moi, la vision du coaching et de l'accompagnement, ça doit être un truc win-win, quoi. C'est-à-dire que toi, tu auras beau lui donner en fait le meilleur écosystème pour réussir. Si en sortant de chez toi, elle fait n'importe quoi ou si elle ne respecte pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc, elle sera frustrée, elle ne sera pas contente, elle n'en parlera pas à ses amis, etc. Et toi, tu seras frustré parce que cette cliente-là, tu vas forcément la perdre parce qu'elle ne va pas continuer avec toi. Et puis, voilà, toi, ça te saoulait parce que tu sais très bien que… Donc, en fait, tout le monde
dans l'histoire. Alors certes, tu Personne n'y as gagne. généré un peu d'argent, mais ça t'a généré plus de frustration que autre chose. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement de cette idée de contrat moral ou de comment tu vas le mettre en place? Ben, l'idée, c'est… alors, comment le mettre en place? Je pense que je vais le faire sur une feuille très simple, sur ordinateur, et puis je vais demander une signature. Est-ce que tu Aussi de leur dire. as certains points que Pas tu… encore. Pas encore. Je suis en train de travailler dessus pour le moment. Voilà. Mais c'est OK, la personne qui veut perdre du poids, OK. Mais en fait, je m'engage à changer d'hygiène alimentaire. Parce que souvent, et je pense que ceux qui vont regarder la vidéo, ils en ont eu des comme ça ou ils en auront. C'est la personne qui veut perdre du poids, mais qui n'est pas prête à changer de l'alimentation parce que c'est trop difficile. Bah ouais, c'est trop difficile, mais en fait, si tu ne changes pas ton alimentation, moi, je ne peux rien faire pour toi. On pourra faire toutes les séances qu'on veut. Si tu continues à mal manger ou à pas t'hydrater ou après tout ce qui peut avoir un impact là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment sur des points essentiels. Et en fonction des gens, il y a des gens, je ne les vois qu'une fois par semaine. Je suis pas magicien. J'ai déjà eu de très, très bons résultats avec des gens que je ne passe une fois par semaine, mais derrière, ils respectent aller marcher ou aller faire du vélo une ou deux fois dans la semaine et pour avoir au moins trois séances d'activité sportive dans la semaine. Donc voilà, c'est… Il y a Grégory que j'ai eu dans le podcast et qui nous partageait un peu sa stratégie. Lui, il fait ça. Et en fait, tous les jours, la personne, elle doit valider le nombre de pas par jour qu'elle fait. Et au niveau nutritionnel aussi, il y avait quelque chose. Et donc, du coup, ça lui permet de voir jour après jour si la personne, elle reste dans son processus d'accompagnement, quoi. Ouais. Après, il y a des personnes qui ont besoin de ça, qui vont marcher avec ça. Et il y a d'autres personnes pour qui ça ne marchera pas parce qu'ils vont se sentir un peu trop fliqués, pas avec assez de liberté. Donc, moi, là, ce que je vais mettre en place, c'est un truc où je me dis, il y a un petit mix entre les deux, entre fliquer complètement les gens et les laisser complètement libres, même si elles ne sont jamais libres. Parce que toutes les semaines, voilà, celles qui veulent faire du poids, je dis, alors l'alimentation cette semaine, je pose la question. Je sais très bien quelle sera la réponse, mais je pose la question pour essayer de les faire travailler. Après, on peut être le meilleur coach du monde, que ce soit technique, théorique, machin, avec un master en tout ce que tu veux. Si la personne n'a pas envie, ça n'avancera pas. Le plus dur, c'est d'aider la personne à avoir le déclic et de se dire, OK, là maintenant, je change. Il y en a qui n'en ont pas besoin, mais qui viennent nous voir et qui ont les déclics tout seuls. Et il y en a d'autres pour qui il faut les aider à trouver le déclic et les aider à se dire, ah oui, là, il faut arrêter de Moi, déconner. c'est de la frustration pour moi. Enfin, par rapport à ma conviction personnelle, c'est qu'il y a des fois, je sais que la personne en face de moi, je peux réellement l'aider. Et j'ai l'impression, du coup, alors forcément, en une seule discussion, je ne vais pas lui changer son cadre de référence, son environnement et tout. Et en fait, ça me frustre parce que je me dis, tiens, est-ce que je n'ai pas utilisé le bon truc et tout? Et je pense, et je rebondis aussi sur la création de contenu, parce que pour moi, c'est hyper puissant. La création de contenu aussi, c'est un moyen de pouvoir, au fur et à mesure, tu vois, faire changer peut-être certaines idées de certaines personnes et d'avoir des petits déblocages. Et c'est peut-être un moyen aussi de renforcer un petit peu notre discours, mais je suis tout à fait aligné avec toi sur le fait que je pense qu'aujourd'hui aussi, le métier de coach change. Avant, moi, je me souviens, 15 ans en arrière, le coaching, c'était simplement, j'avais une kettlebell, j'étais le seul de ma région à avoir une kettlebell et je vendais des séances de coaching. Même si je faisais bien mon travail, voilà, c'était pas non plus pour moi. Voilà, c'était au début, quoi. Aujourd'hui, le coach ne peut plus se permettre de simplement faire ça, quoi. Et comme tu le dis, il faut à un moment donné. Moi, je parle de coaching holistique, coaching à 360. On en a parlé aussi avec Loïc. Je pense que c'est aussi important de s'ouvrir à tout ça, quoi. Mais oui, après, voilà, faut s'ouvrir à plein de choses. Tous les ans, il y a des nouvelles tendances qui sortent sur le marché de la remise en forme et du fitness. Après, ça ne sert à rien de se former à une tendance si la tendance ne parle pas. Et je crois que c'est il y a 1 ou 2 ans, c'est un truc, Les Mills, par exemple, ils ont fait un truc où je ne sais plus qui, du stick dance. En fait, c'est un cours
C'est un cours chorégraphié, mais tu as 2 bâtons dans les mains, des bâtons de batterie. Ok. Donc, en fait, ils font les mêmes mouvements qu'avant, mais avec 2 bâtons de batterie. Ça fait un carton. Parce que c'était nouveau. Alors que non, ça fait 30 ans que ça existe comme ça. Donc après, voilà, il faut vraiment que l'approche, que la personne, quand elle mette du coaching en place, en fait, que le coaching lui parle et lui corresponde. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que je ne ferai jamais de cours où je suis formé en yoga. Je ne ferai jamais de cours collectif en yoga. Je ne serai jamais un maître yogi. Je le sais très bien. Je m'en sers sur mes séances de coaching individuel, soit en échauffement ou soit en fin de séance sur le retour au calme. Mais voilà, moi, je suis plus avec l'accord ondulatoire, slam ball, kettlebell, moi, plus qui se rapproche du cross-training, tout ce qui est circuit training. Entraînement fonctionnel, quoi. Fonctionnel training, Voilà. entraînement fonctionnel. C'est, Et ton c'est business model aujourd'hui, c'est quoi? C'est du one-to-one, du petit groupe, du groupe? Actuellement, j'ai du one-to-one et sur du domicile, j'ai du groupe. Donc, Ok. deux groupes. Ok. Mais après, le small group, j'y avais pensé, mais après, c'est pareil. Il faut, même si j'ai mon studio, mais si je veux faire du small group dans le studio, à un moment donné, on va être serré. Puis actuellement, c'est pas très conseillé d'être trop nombreux dans la même pièce. Mhm. Mais voilà, après, c'est des choses auxquelles je pense, mais pour le moment, je n'ai pas la capacité logistique de le proposer. Donc, je n'ai pas envie de proposer un truc où je vais le faire à moitié. Au niveau du pricing, comment tu fonctionnes? Je me suis calé sur ce qui se faisait autour de moi. Ok. En tout cas, pour commencer, je me suis calé sur ce qu'il y avait autour de moi. J'ai pris un peu la moyenne. Après, avec les années, j'estime moi-même être. Voilà, je propose une tarification et après, il faut quand même rester sur ce qui se fait sur le secteur. Hein. Quelqu'un qui est sur un secteur où le tarif moyen du coach il est à 40 €, que le mec il arrive sur le marché et dit non, moi je ne vaux pas 40, je veux 70, ça peut marcher. Hein. Après, je l'encourage s'il arrive à vendre du coaching à 70, mais qu'il y aille à fond. Mais après, je pense qu'il faut quand même prendre en compte ce qui se fait autour. Et que le tarif, il doit être. Moi, je sais quand j'ai commencé, le tarif, c'était difficile à annoncer, c'était quelque chose de difficile à gérer. Parler d'argent, parce qu'on demande de l'argent à quelqu'un, en fait, techniquement, pour raccourcir un peu le truc. Et c'était de se dire, en fait, je vais lui demander, je crois que j'ai commencé, j'étais à 43 € de l'heure. Je vais lui demander 40 € par séance. En fait, je commence, j'arrive, c'est mon premier coaching. En fait, j'ai aucune expérience et on demande de l'argent pour un truc qu'on est sûr qu'on est bon. Pas facile à vendre. Donc après, avec les années, Comment t'as fait justement pour après avec les années, c'est de la prise, de confiance au niveau de l'approche, au niveau du contenu que j'apportais. Puis quand les gens me disent ah c'est bien, la séance m'a fait du bien, machin, ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble, j'ai plus ci, j'ai plus ça, je vais mieux, etc. On se dit bon, finalement ce que j'apporte c'est positif, ça a du bon. Et du coup après, là maintenant voilà, là, sur le secteur, je suis à 50 € la séance. Après forcément, j'aimerais pouvoir facturer plus, mais je sens que le 50, c'est peut-être un peu la limite psychologique du secteur. Ou alors après, c'est vraiment, je me place sur une tranche. Il y en a qui le font. Hein. Je me mets à 80 ou 90 et là, par contre, je fais une sélection. Après, entre un cours à 100 € ou 2 cours à 50, c'est sûr. Au final, on a la même somme dans la poche, mais on n'a pas travaillé le même temps. C'est sûr. Mais après, voilà, peut-être que les gens à 100 €, c'est peut-être beaucoup plus difficile de les trouver. Mais après, ceux qui peuvent se permettre, entre guillemets, dès le départ, de sélectionner un peu, qu'ils le fassent. J'ai envie de dire qu'ils le fassent. Parce qu'après, on se perd un petit peu entre celle de 40 ans qui veut perdre du poids, le mec qui arrive dans la quarantaine et qui ne le vit pas bien et qui veut changer de corps. Donc, déjà, être un homme, une femme, ça ne se gère pas forcément de la même manière.
la quinca qui arrive à la ménopause, donc il faut gérer la ménopause. La personne qui n'aime pas du tout le sport, qui a tout le temps mal au dos, mais qui ne veut rien faire. Tu as trouvé ton positionnement ou tu as vraiment un positionnement spécifique ou au contraire, tu as plusieurs… J'ai beaucoup de profils dans ma clientèle. Après, c'est souvent de la perte de poids. C'est quand même 90% de la perte de poids. Mais voilà, je travaille avec une mamie qui a 80 ans, qui a eu un AVC il y a une dizaine d'années. Et, pour garder de la mobilité et garder un petit peu de force, je la fais travailler. Donc après, pareil, on pourrait être borderline avec du kiné, mais sachant qu'il y avait un kiné qui venait. Et voilà, moi, je ne fais pas du tout le travail du kiné. Moi, je le fais faire du renforcement musculaire léger, comme je pourrais faire avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est un cours qui me demande beaucoup d'énergie. Je sors de là, en général, je suis un peu vidé. C'est pas ce qui me fait vibrer, mais en même temps, je suis content d'avoir ce cours-là parce qu'il y a un objectif de vie derrière, c'est de garder de l'autonomie. Donc, c'est gratifiant. C'est gratifiant quand je vois qu'elle arrive encore un petit peu à marcher, je suis content. J'ai une autre personne avec qui je travaille depuis 2014, post-cancer. Là, fallait récupérer une masse musculaire, être capable de monter des escaliers sans être essoufflé. Voilà. Au bout d'un an de travailler avec cette personne, il est parti au ski. Ça faisait des années qu'il n'avait pas skié et il a tenu une semaine de ski. Alors, pas en skiant 8 heures par jour, hein. Et après, voilà. C'est ce qui fait la beauté aussi de notre métier parce que on parle de chiffres, on parle de revenus parce qu'il faut gagner notre vie, mais c'est vrai que on le dit souvent, hein, on reste pour travailler autant et tout. À un moment donné, si tu n'es pas passionné, tu vas vite changer, tu vois. Donc, c'est ça. C'est important. Et ton process commercial, toi, comment tu fais une fois que les gens t'ont contacté? Qu'est-ce que c'est bilan ou c'est directement rendez-vous? J'ai quand même en général l'échange au téléphone dure quelques minutes. Après, c'est variable. Il y en a où ça va très vite, on place le rendez-vous et on enchaîne rapidement sur le bilan en présentiel. Après, il y en a pour qui il faut parler un petit peu plus, expliquer un petit peu plus c'est quoi le coaching sportif, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout. Okay. Donc, il faut expliquer, voilà, je me déplace, on va faire tel bilan, etc. Il faut tout expliquer où c'est un peu plus long. Et après, en général, il y a toujours… Donc, toi, tu vends le bilan, hein? Non. Le bilan, il est cadeau. Il est cadeau, ok. Il est cadeau. Donc après, c'est qui tout double. Je sais qu'il y en a qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Et bien sûr que c'est frustrant de se dire, j'y vais et ça se trouve… je serai à 1 heure pour rien. C'est comme le mec qui prospecte, qui va distribuer des flyers. En fait, ça reste de la prospection. Hein, mais après, depuis que j'ai commencé le coaching, je pense qu'à chaque fois que j'ai fait le bilan, je dois être entre pas loin des 90% de signature, je pense. Oui, parce que en fait, le call téléphonique te permet quand même de placer le bilan. Ouais, de placer le bilan et puis de faire une sorte de sélection, quoi. Une petite sélection, quoi. Tu peux arriver à voir si la personne, elle est quand même suffisamment intéressée et toi, te permettre de te déplacer, quoi. Après, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes pas du tout convaincues qui me disaient de toute façon, moi j'essaye, mais j'y crois pas du tout. Ça, c'est génial, on adore. Donc là, faut être solide et finalement, la personne, j'ai travaillé 3 ans avec elle. Ok. Ouais, comme quoi, il faut pas non plus s'arrêter à la première grosse objection, quoi. Après, la personne me l'avait dit en présentiel sur le jour du bilan. Après, je dis, je vais vous montrer qu'on peut très bien bosser en étant à domicile et sans forcément avoir du matériel. Hein. Donc, elle voulait faire du cardio, donc à base de jumping jack, squat sauté et toute la panoplie. Et à la fin, elle a dit, ah oui, quand même. Oui. Mais après, donc moi, je ne vends pas de bilan. Le bilan, il est offert. En fait, tu n'as jamais testé? De faire… Voilà, il permet de tester un petit peu déjà, si le feeling passe entre les deux personnes, pareil, tu peux être le meilleur coach du monde. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient des pointures dans leur domaine. En fait, je ne les supporte pas. Moi, je ne les supporte pas. J'ai pas envie de travailler avec eux des fois.
Et là, c'est pareil. On peut être le meilleur si la personne, elle n'accroche pas avec la personnalité, avec la manière de parler, avec plein de choses, ça ne pourra pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Donc, ça permet à la personne de rencontrer. Ça rassure un peu les gens. De toute façon, le Français aime avoir un truc gratuit avant de payer. Mhm. Il n'y a qu'au cinéma qu'on paye ou à la patinoire qu'on paye pour. Alors, on va au cinéma, ça ne nous dérange pas de payer sans connaître le film. Mhm. Mais pour tout ce qui est prestation de service, les gens aiment bien dire ah, mais j'aimerais bien essayer quand même. Après, j'ai déjà pensé à le faire payer, mais de manière un peu minorée. Mais bon, ça veut dire que le bilan dure 1 heure et ça veut dire que le bilan coûte moins cher que mes séances de coaching derrière, alors que c'est le même temps. C'est pas, ça tient pas la route. Après, je sais qu'il y en a qui le font payer, il y en a qui le font pas payer. Ça, après, c'est propre à chacun. C'est surtout, enfin, quelle que soit la décision que les personnes qui nous écoutent choisissent, c'est important d'avoir de la data, quoi, de se dire, tiens, j'ai fait 10 rendez-vous gratuits, j'en ai closé 8 sur 10. Bon, voilà. Après, tu fais le calcul, hein, si ces 8 personnes Oui. restent 3 ans avec toi, oui, voilà, Oui, ça a été bien de faire ces 10 heures, tu vois. Donc, c'est toujours ça un petit peu, c'est que quelles que soient les stratégies que vous utilisez, à un moment donné, s'il n'y a pas de data, si vous n'avez pas de données, vous ne savez pas en fait si ça fonctionne ou pas. On ne peut pas dire si c'est une bonne décision ou pas, quoi. Et une question, je pense peut-être que les personnes qui nous écoutent ont, c'est pourquoi tu as pris un studio? Ou comment ça t'est venu justement la création du studio? Est-ce que simplement avec ton domicile, ce n'était pas suffisant ou au contraire, faire que du studio quand tu as eu ton studio voilà, c'était quoi ta réflexion par rapport à ça? Euh, En fait, c'est par rapport à la découverte de Mia Bodytech. Mhm. Donc, où j'ai vu ça sur le net et ça tournait, je le voyais constamment sur mon fil Facebook, là, la pub et la pub et la pub. À un moment donné, je dis, c'est pas possible. C'est quoi? Moi, je connaissais le Compex, machin. Mais Comme quoi, la répétition fait qu'à un moment donné, à un tu es moment donné, obligé. ça m'a saoulé, j'ai envoyé un message. Voilà. Et tu as investi 20 000 euros. Un petit peu moins, mais on n'est pas Oui, loin. enfin, oui, entre Là, les tu me choses. diras, oui, entre la machine et l'aménagement du studio, oui, au final, plus le loyer que je paye tous les mois. Euh, Alors, et en fait, comment c'est venu ça? C'était en quelle année? C'était après combien d'années de 2010, donc coaching? j'ai dû tester, je crois, j'ai testé en 2015 ou 2016, je crois. J'ai plus la date exacte. Et j'ai ouvert le studio en 2017. Au départ, je le proposais à domicile. Ouais, ok. Je le proposais à domicile. Et en fait, ça se fait. Hein, la machine se transporte très facilement, etc. Mais sachant que les gilets sont humidifiés, etc., après, ça retourne dans une valise, ça monte, ça va dans la voiture. Il suffit que je ne m'en serve pas pendant 4 heures. Le truc, il n'est pas sorti de la valise pendant 4 heures. L'hiver, ça ne pose pas trop de problèmes. Il n'y a pas trop d'effluves. L'été, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir un bon sapin. Tu vois, c'est le truc vert que tu accroches au rétro. Là. Et en fait, je perdais beaucoup de temps à la base, un truc qui devait me faire gagner du temps. Finalement, je mettais quasi 1 heure entre le déballage de la machine, Ouais. l'installation de la machine, l'équipement, des équipements, ranger la machine. Je perdais du temps au final. Bon, après, je facturais quand même, c'est des séances que je facturais plus cher vu que j'apportais quand même une technologie supplémentaire. Mhm. Mais je ne voyais pas le coaching à domicile comme ça. Ok. Pour moi, ce n'était pas ça mon leitmotiv sur le domicile. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ce que je voulais vendre. Ce n'était pas ce que je voulais proposer. Et après, en fait, à un moment donné, j'ai eu une occasion sur un local pro près de chez moi. Comment ça s'est fait? Ça a été dur de trouver le local? C'est toujours une question qu'on me pose. Comment tu as fait pour trouver? Ouais, dur, oui, non, pas spécialement. Je l'ai trouvé assez rapidement et assez rapidement, une fois que j'avais visité le truc. Voilà, moi, le local que j'ai, il fait, je crois que j'ai une pièce de travail qui doit faire 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Donc, c'est pas énorme, mais ça suffit pour travailler avec l'ElectroSteam. J'ai une chaise romaine, j'ai assez pour faire du TRX. Ça manque de hauteur, c'est tout. Mhm. Mais une corde ondulatoire, j'ai la distance suffisante. Après, moi, ça me suffit. Après, là, je suis sur un projet où j'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus grand pour pouvoir proposer du small group à 3 ou 4.
Mais pour le moment, je ne trouve pas. De toute façon, c'est un projet, tu es au courant, mais j'arrive toujours pas à le concrétiser, ce projet-là. Donc pour le moment, voilà, moi j'ai un studio tout compris avec les douches et les toilettes, ça doit faire avec 40-45 mètres carrés. Ton seuil de rentabilité sur le studio, c'est combien pour équilibrer en termes Il faut que j'arrive, si je vends 2 forfaits dans le mois, c'est bon. Ok. Allez, 2,5. Parce qu'il y a, de temps en temps, il y a une facture d'électricité, une facture d'eau. Donc ça correspond à peu près à un budget de combien? Bah, allez, on va dire, attends, allez, 1000 balles. Ok. Donc oui, c'est ok. C'est un investissement parce qu'il faut payer le loyer tous les mois. Là, j'ai fait des travaux. Forcément, j'ai dû emprunter un petit peu j'ai des douches à faire, j'avais un parquet à poser, et les travaux, on croit que ça coûte pas cher, mais en fait. De toute façon, c'est ce que je dis, hein, moi, ce qui coûte le plus cher, c'est de faire des toilettes ou des douches. C'est bien simple. Ouais. Ah, mais clairement, c'est. Ouais. Après, ceux qui savent le faire, faites-le, les gars, ou mesdemoiselles. Hein, ou si vous avez un pote qui le fait, faites-le. Après, bon, il y a toujours une question de s'il se passe un truc, quelle garantie on a, etc. Sachant que c'est du pro. Mais voilà, donc après, cette année, mon seuil de rentabilité, cette année, il va être plus bas. C'est au final, les travaux se finissent bientôt, le prix des travaux se finissent bientôt, là. Du coup, j'aurai que le loyer, plus j'ai des factures. Allez, tous les 3 mois, j'ai une facture de 100 balles d'électricité, 100 balles d'eau. Ouais. Okay. Donc, et du coup, comment tu gères les deux en termes de déjà d'emploi du temps et puis du coup, si les gens ne voient pas au studio alors qu'ils passent, parce que c'est passant chez toi, oui. Voilà, comment tu fais pour gérer tout ça? Déjà, il y a mon numéro et mon nom sur la porte. Ça paraît un peu bête, mais au moins, il y a une information pour être appelé. Après, il faudrait que je l'agrémente un peu pour dire à domicile, qui est un peu comme les kinés, quoi. Je suis à domicile, si vous voulez des infos, appelez-moi. Ouais. Ça peut peut-être pousser à l'action. En fait, pareil, j'ai des rideaux et en fait, ils sont tout le temps baissés. Les gens, en fait, pensent que c'est fermé des fois, alors que pas du tout. Mais après, je gère. Quand j'ai commencé, je voulais dédier des parties de journée ou des journées complètes. En me disant, voilà, le jour-là, c'est dédié au studio. Je me suis vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et en fait, quand c'est au studio, c'est simple, les gens ils veulent un rendez-vous, je regarde un agenda, vous êtes disponible comment? Ok, je peux, on place. Donc, ça m'arrive des fois de 8h à 9h, je suis à domicile. À 9h30, je vais au studio. À 10h, je repars à domicile pour un cours. Après, quand je le fais, c'est que je ne suis pas loin du studio. Je ne m'amuse pas à faire des 25 minutes de route. Et au final, c'est ce qui va le mieux. Après, je suis tout seul, donc je n'ai pas trop le choix de jongler comme ça entre les déplacements à domicile et le studio. Mais comme un kiné le fait… Ouais. À quoi ça ressemble une journée de travail de Cédric, du coup? Tu commences très tôt le matin? Ouais. L'amplitude horaire, le cours le plus tôt que j'ai, c'est à 8h. Après, c'est un choix que j'ai fait. J'ai des collègues qui commencent à 6h30 des fois. Grand bien leur fasse. Si eux, ça ne les dérange pas de se lever à 5h, qu'ils le fassent. Moi, je sais que j'ai besoin de sommeil. Mon amplitude horaire est de 8h à 20h. Et de 8h à 20h du lundi au vendredi. Ok. Après, je n'ai pas toutes les journées qui sont pleines. Hein. Il y a des journées qui sont avec des moments creux. C'est des moments creux qui durent depuis plusieurs années. Donc, je n'arrive pas à l'expliquer. Comment? Tu t'entraînes? Voilà, par exemple, j'en profite pour m'entraîner quand même, parce qu'à un moment donné, il faut le faire. Et je bosse aussi depuis 1 an. Je bosse le samedi matin, 1 ou 2 heures de cours le samedi matin, parce que c'est juste à côté de chez moi. Donc, c'est vraiment pas loin. Donc, je l'ai pris parce que c'est une opportunité d'avoir un cours en plus, c'était pas loin et la personne avait un besoin. Donc, j'en ai profité. Après, au final, je me dis que bosser le samedi matin, ça ne change pas trop ma vie, à part qu'il y ait une grasse matinée en moins. Mais voilà, après, c'est pareil. Les horaires, c'est chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai des collègues qui font 6h, 21h30. Ah oui, ils gagnent très bien leur vie. Après, c'est ça. C'est comment
comment toi tu gères, ou comment tu as géré, ou comment tu gères aujourd'hui, ou est-ce que ça a été difficile, la vie privée, vie professionnelle? Parce que au début, souvent, comme tu le dis, c'est que, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que on s'adapte aux personnes, alors que normalement, on devrait renverser le truc. C'est que, en tout cas, moi, quand j'ai décidé d'être indépendant au début, je voulais être libre, en fait, tu vois. C'est Et si ça. on renverse ça, si on dit, ah bah moi, mon agenda, dites-moi quand est-ce que vous êtes dispo, moi, je vais m'arranger. Si on fait cette erreur-là, et je pense qu'on l'a fait tout au début, On l'a on fait. est, on est mort, quoi, tu vois. Alors que il faut mieux, effectivement, dire, bah voilà, moi, il me reste 2 créneaux, c'est le mardi soir à 18h ou le samedi matin à 11h. Vous préférez quoi? Et à partir de là, ça te permet aussi de pouvoir cadrer un peu aussi ta vie privée, ta vie professionnelle. Comment toi, tu fais du coup? Bon, en On voit fait, que déjà, on voit quand déjà que j'ai commencé, pareil, comme tu viens de dire, c'est que l'idée, c'était d'être indépendant, c'était de pouvoir travailler quand je voulais, en fait. Alors, on se rend compte qu'on ne travaille pas complètement quand on veut non plus. sinon, on ne travaillerait jamais. Sinon, on ne travaillerait jamais. Mais, mais voilà, après, moi, je pratique encore le sport en club, où bah, il y a des jours d'entraînement. J'entraîne aussi une équipe de jeunes, donc bah, c'est un choix. Donc Est-ce après, que les ça t'a soirs. ramené des clients du coup? Non, après les gens le savent, mais pas spécialement. Non. Ouais, par contre, ça génère beaucoup de questions. Ah, au fait, ouais, j'ai mal là, qu'est-ce que je peux faire? Ah, au fait, je perds du poids, qu'est-ce que je peux faire? Ok. Donc bon, on fait coach gratos. Et puis quand on est en soirée et que les gens l'apprennent, on devient coach gratos aussi vers minuit aussi. Mais non, moi j'avais décidé de pas trop marcher sur ma vie privée, donc de garder mon activité sportive en dehors. Ça, j'ai toujours réussi à le faire. Puis après, je me suis rendu compte aussi, comme tu disais, c'est que les personnes disent, ah ben moi je suis disponible que tel jour. Ah ben désolé, j'ai pas ce créneau. Ah oui, mais je veux vraiment travailler avec vous. Ok, ben, moi en fait c'est n'importe quoi, ils veulent le vendredi à 15h et moi j'ai que le mercredi à 10h. Bizarrement, les personnes qui sont motivées, qui ont un réel besoin, ils trouveront une solution pour se rendre disponible. Quand on va chez le médecin ou quand on va chez n'importe quel spécialiste ou autre, c'est pas toi qui vas te décider, quoi. Tu vois? Non. Ou alors, il ne faut pas être pressé dans le rendez-vous, quoi. Ouais, effectivement. Voilà. Après, il ne faut pas avoir peur effectivement, de s'imposer au départ et de dire, bah voilà, moi j'ai tel dispo. Bon, on m'a déjà demandé si je travaillais le dimanche matin. Après, je me suis déjà posé la question de faire VSD. Hein. Je dis, je fais VSD, je double les tarifs et je suis tranquille. Après, finalement, la semaine, qu'est-ce que j'ai comme vie sociale? Rien, parce que tout le monde est au boulot. Je me dis, quand ça va être l'été, les gens ils vont être invités à des barbecues, à des machins, ils ne vont jamais être là. Et du coup, la personne qui m'a demandé, vous ne travaillez pas le dimanche? Comment ça se fait? Je dis, et vous travaillez le dimanche? Elle me dit non. Forcément, elle m'a dit non, vu qu'elle était disponible le dimanche. Et quand elle m'a dit non, je dis, pourquoi? Puis en général, ça met fin Ouais. à la conversation. Et bizarrement, la personne trouve une dispo la semaine, quoi. Et avec le recul et un peu l'expérience que tu as, est-ce que tu aurais fait les choses différemment? Ou est-ce que tu aurais fait des choses d'une manière différente de ce que tu les as fait? Oui, il y a sûrement des choses que j'aurais fait différemment. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ouais, peut-être être dans une niche précise tout de suite et pas prendre tout pour prendre tout, en fait. Parce qu'on peut être bon en tout et bon en rien en même temps. Donc, c'est, comme beaucoup le disent, et j'étais le premier à le dire, c'est que quand on est expert dans un domaine, quand on va chez un spécialiste au niveau de la médecine, le spécialiste coûte cher sa consultation parce qu'il est spécialiste. Donc, peut-être essayer de se spécialiser assez rapidement. J'en sais rien, moi, ça peut être la perte de poids pour la femme enceinte. Je ne sais pas, ça peut être très, très restrictif, mais moi, je sais que j'ai des personnes, c'est pour la perte de poids. Il y en a d'autres, c'est pour gérer les différentes douleurs musculaires. Alors après, on peut tout imbriquer. Hein. Quelqu'un qui a mal partout, on sait très bien qu'en général, il y a peut-être une perte de poids, perte de poids derrière. Mais à la base, voilà, la personne, elle visait une diminution de la douleur, pas une perte de poids. Donc après, c'est au coach d'amener
à travers son analyse et l'expertise, d'amener le bon discours et les bons arguments. Mais ouais, peut-être ceux qui commencent de ne pas s'éparpiller à vouloir. Après, avec le recul, c'est toujours plus compliqué. Moi, c'est toujours plus facile à dire. Dire, prends pas n'importe quoi, choisis bien avec qui tu veux travailler, mais le jeune qui sort de l'école, qui a 23 ans, qui a peut-être un appart à payer, ou je sais pas, il a envie Non, de mais disons que manger. le fait de le savoir, ça permet peut-être pas à un instant T tout de suite de choisir, mais en tout cas, de Il faut, l'avoir dans la tête et de te construire, tu vois. voilà, il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire assez rapidement pour. Puis après, c'est ça. Et puis après, ça peut permettre aux personnes de mettre une méthode en place, leur méthode, voilà, et puis de dire, bah voilà, ça c'est ma méthode et elle fonctionne. Excellent. Et c'est quoi ta vision du coaching, toi, Cédric? Comment tu vois le futur du coaching dans les années à venir? Tu te vois encore dans 10 ans? Ouais, dans 10 ans, ouais. Dans 20, peut-être pas, mais dans 10, ouais. Oui, mais tu es jeune, toi. T'es jeune. Ouais. Dans 20 ans, je ne serai pas loin de la retraite non plus, hein, quand même. Quoique, non, il m'en manquera encore 10, hein, je crois. Mais non, je me vois encore dans ce métier-là parce qu'il y a beaucoup à apporter. Après, moi, je suis beaucoup dans l'humain, donc j'aime ce côté-là, j'aime ce côté d'apporter de l'aide aux gens, ou pas forcément le mot aide, mais de les accompagner dans leur démarche. J'aime ça me plaît vraiment. Donc, peut-être pas sous forme de coaching à domicile, à me trimballer dans la voiture toute la journée, mais peut-être plus être peut-être qu'en studio, peut-être, je sais pas. Après, avoir ce qui nous pend au nez avec la suite des dernières années. Je sais qu'avec le Covid, toutes les salles ont fermé. Donc, moi, la mienne aussi, hein, du coup, moi, j'étais considéré comme établissement recevant du public. Donc, je me suis plié aux règles, hein, comme tout le monde, même si je trouve que ce n'était pas complètement juste. Mais par contre, sur le domicile, la demande a explosé. Ouais. Donc, les gens ont basculé sur du domicile. J'ai gardé des gens qui étaient calés, au moins, qui avaient l'habitude d'être en salle, qui finalement ont adhéré au coaching à domicile. Pareil sur le studio maintenant que je suis ouvert. Les gens adhèrent au coaching individuel. Parce que voilà, les gens ont un peu plus peur d'aller dans la salle, d'aller dans les cours un peu collectifs, d'aller toucher toutes les machines que tout le monde touche, même si dans les salles, tous les protocoles sont respectés. Mais voilà, pour les gens, c'est dur pour eux d'aller là où il y a du monde, pour certains. C'est quoi ton avis? On en a parlé un peu en off au tout début. Le coaching sportif, sportif online, tout ce qui est online, tout ce qui est en ligne et tout. Tu en penses quoi? Il y a quelques temps en arrière, je t'aurais dit c'est pas du coaching. Parce que j'avais une certaine vision du coaching en ligne où en fait je voyais le mec, l'influenceur qui vendait son programme 19 balles sur Insta, où le mec finalement c'est une chèvre. Il est peut-être sportif, mais il n'est pas coach sportif, quoi. C'est comme le Top Body Challenge, hein. J'ai rien contre la personne qui le vend, là, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Mais quand on regarde à l'intérieur, en fait, elle le vend à tout le monde. Et en fait, il y a beaucoup d'exercices qui sont inadaptés à certains profils. Et il n'y a pas forcément toutes les consignes. Depuis que je l'ai lu, peut-être que ça a évolué. Mais là, moi, je sais que je vais m'y mettre. Et voilà, c'est pour ça que je sais que ma niche, je vais bien là, je vais en avoir besoin de définir ma niche et vraiment de définir une cible précise. Et je pense que cette cible précise, je vais la répercuter. Je vais essayer en tout cas de la répercuter sur le domicile. Ou après, voilà, comme on disait, c'est que moi, la posture m'intéresse de plus en plus. Donc, peut-être garder juste le coaching en ligne et recevoir les gens physiquement, mais juste pour une analyse posturale et pas forcément pour avoir un coaching physique sportif. Donc, je pense que le coaching à domicile individuel a de l'avenir parce que avec tout ce qui se passe tous les 6 mois, les salles ferment, les salles rouvrent, c'est chiant de demander le pass sanitaire à tout le monde, entre ceux qui ne veulent pas le montrer et ceux qui ont décidé de déserter les salles parce qu'il faut présenter les passes sanitaires.
Le domicile est Une bonne alternative, quoi. une bonne alternative. Après, c'est énergivore. On fait une heure de cours, on roule un quart d'heure, on fait une heure de cours, on roule peut-être une demi-heure après. Ça demande de l'organisation en termes de… Comment tu as fait, toi, pour déplacement. t'organiser? Moi, ça m'a toujours, tu vois, j'en ai très peu fait. Et c'est ça qui me perturbe, en fait, dans ce modèle économique. Comment tu as fait, toi, avec les années? Est-ce que tu as des petits tips à partager? Ou c'est entre Euh, guillemets, bon, bah, tu regardes, tiens, ils sont à côté, donc bah, je vais lui c'est dire, ça. ouais. Mais en fait, c'est ça. Alors, au début, quand j'ai commencé, que je n'avais pas beaucoup de cours, je faisais des allers-retours. Donc, j'ai 25 minutes pour aller à Metz. Il y a une journée, je faisais 3 allers-retours à Metz dans la même journée. J'avais un cours à 8 heures, un cours à 13 heures, Vu un le cours prix à de 18 heures. l'essence en ce moment, c'est clair qu'il faut éviter de faire ce genre de choses. Voilà. Après, c'était chiant, c'était frustrant, mais je me dis, c'est le début. Ça fait 2 mois que tu as commencé, donc tu le fais, quoi. Et puis ça a payé. Puis au fur et à mesure, en fait, maintenant, géographiquement, j'ai regroupé géographiquement. Par exemple, il y a des jours où je suis sur la périphérie messine, voire vraiment juste à côté de Metz, le mardi après-midi et le vendredi matin. Ok. Donc après, le vendredi après-midi, j'essaie de revenir sur mon secteur. Mais après, c'est pareil. Là, j'ai un prospect où ben, elle habite pas loin de Metz. Ben, bam, je la place juste à ma fin de matinée, à midi et demi. Puis si j'en ai une autre sur Metz qui vient se caler, ben, que j'arrive à la mettre après, juste après celle-là, je le fais. Donc après, effectivement, je regroupe par secteur géographique. Il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres. Mais après, je me limite dans le temps. Le temps maximum que j'ai entre 2 cours, je ne sais plus c'est quel jour, mais j'ai 30 minutes de route. Ok. C'est le plus long que j'ai. Ouais, donc ça va, tu arrives à. J'ai réussi à goupiller. Après, il y a des jours où j'ai 10 minutes entre chaque cours. Donc l'essence, c'est une de tes plus grosses dépenses au mois. Bah, clairement, Ouais. j'ai mis le plein en début de semaine. Au réservoir, j'ai mis 100 balles. Hein, donc. Ouais. Ouais. Tu vas peut-être toutes les semaines, quoi. Ah, mais c'est pas peut-être. Ah oui, ok. Ouais. J'y vais toutes les semaines. Après, voilà, ça fait Oui, partie bah oui, du. exactement. Mais, C'est comme n'importe quel type de dépense par rapport à un business model. Donc après, c'est ça. c'est ça. Mais après, l'avantage du domicile, c'est que à chaque fois que je remonte dans ma voiture, déjà, je prends l'air. Ça permet de changer de disque dur aussi. C'est que quand je suis les journées où je suis au studio, par exemple, des fois, j'enchaîne. J'ai 5 minutes entre chaque cours et j'enchaîne. Hmm. C'est bien pour l'agenda, c'est bien pour le business, mais à la fin de la journée, Hmm. c'est fatigant. Donc après, il y a bien sûr les obligations sociales de devoir payer des factures, de devoir manger, de devoir s'habiller, de devoir profiter, de devoir sortir, s'amuser, partir en vacances. Après, moi, je pars du principe qu'on a beau être indépendant et qu'il faut bosser, bien sûr, mais il ne faut pas s'oublier que ça sert à quoi de bosser 70 heures dans la semaine si au final, on profite de rien. Après, ça, c'est Ah ouais, propre non, à mais moi. Hein. je te rejoins tout à fait. Moi, les objectifs que j'ai. Après, l'objectif du coaching en ligne, c'est de me décharger du temps, c'est de générer du chiffre d'affaires qui va me demander du boulot quand même. Hein. Ça va me demander un suivi, ça va me demander plein de choses. Dans tout ce que tu Mais vas faire, de toute façon, il n'y a rien qui est gratuit. voilà, Moi, depuis quelques années, depuis que le Internet et le truc en ligne est arrivé, tu vois, tu as l'impression, ah oui, moi, je voudrais avoir des revenus passifs. Mais en fait, les revenus passifs, à part faire, je ne sais pas, mettre de l'argent en bourse, la crypto-monnaie, où là, à la limite, c'est passif. Bon, bah, voilà, comme tu dis, développer un business en ligne, il va y avoir du travail, quoi. Il va y avoir du il travail. va y avoir du travail en amont. Après, il va falloir l'entretenir. Une fois qu'il est lancé, même si une fois j'arrive, comme je dis, c'est que moi, honnêtement, je le dis, si j'arrive à générer 5 000 euros sur du coaching en ligne, apparemment, c'est ce qui se fait facilement. On va voir. Ça me suffit, je ne demande pas. Après, si c'est plus, c'est plus. Même si c'est 4 000, c'est que je continue à bosser sur le rythme que j'ai, où j'arrive à avoir un petit peu de temps pour moi, j'arrive à m'entraîner quand j'ai envie de m'entraîner. Bah, je sais que j'aurai des revenus qui me satisferont complètement. Je pourrais peut-être voilà, commencer à dire, bah, okay, si je suis à 10 000 en toute CA, de me dire, bon, bah, okay, bon écoutez, vous habitez trop loin, j'arrête le coaching avec vous. Mhm. Je ne peux plus venir parce qu'il y a X raisons. Après, les raisons, les clients, ils ont pas besoin de les savoir. J'ai envie de dire, pourquoi tu arrêtes. Puis en général, quand tu leur dis on arrête parce que
faut trouver une raison. Je donne l'astuce, mais il faut trouver une raison personnelle. En général, sur les raisons personnelles, ils les comprennent. Est-ce que, parce que là, je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas non plus, tu as peut-être des sessions qui arrivent. Est-ce que tu aurais un livre à nous partager, un ou deux livres qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré, ou un podcast ou une vidéo, ou ne serait-ce un truc Alors, en livre, non, parce que je ne suis pas très lecture, à part des livres techniques. Ouais. Je ne suis pas très… après… Alors, comme livre technique, tu as quoi qui t'ont marqué? Qu'est-ce que j'ai qui m'a marqué? Je pense qu'ils sont là, donc ouais, sur tout ce qui est Fort Trainer, les bouquins Fort Trainer, ils sont pas trop mal. Ouais. Ouais, j'ai acheté celui sur le kettlebell. J'ai la prépa du jeune joueur. Stretch to Win, je l'ai pas mal, j'ai trouvé sympa celui-ci. Ouais. Après, voilà, j'avais acheté celui-ci, mais il m'a un petit peu déçu. Au final, il y a des circuits, mais je ne sais pas, ça m'a pas. Je ne sais pas si c'est le format du bouquin qui ne m'a pas convaincu, mais après, il y a quelques circuits qui sont dedans. Il y en avait un autre, mais je ne l'ai pas là. C'était quoi? Après, je vais essayer de me mettre. Faudrait. À l'occasion, il faut que je lise les catacomбes. Il paraît que ce livre est. Il est souvent cité, effectivement. Ouais. Mais là, on est plus dans le développement. Ouais, dans le développement personnel. Mais après, c'est. Moi, je sais que je me suis formé en hypnose l'année dernière. J'envisage de faire une formation en PNL. Parce que, en fait, comme on disait tout à l'heure, c'est que tu peux être le meilleur technicien du monde. Si tu sais pas parler aux gens et que tu les comprends pas, ça ne peut pas marcher. Et puis, connaître tous les mouvements d'haltéro, de crossfit, de machin, oui, c'est bien. Ça peut faire des belles photos sur Insta, mais c'est pas… Voilà. Il ne faut pas oublier l'humain. C'est ça, c'est que être bon, c'est bien, mais être humain, je pense que même si vous êtes moyen, même si il y a des coachs qui peuvent être moyens, mais bien dans ce qu'ils font, mais que ce n'est pas des machines comme on peut en connaître certains qui connaissent tout. Je leur pose une question physiologique, anatomie, ils connaissent tout sur tout. Mais si on est humain, qu'on est juste, qu'on n'est pas dans le mensonge et dans le paraître, les gens, ils s'attachent au coach. Ils s'attachent au coach et que du moment que vous trouvez les bonnes réponses, j'ai envie de dire, même si vous faites faire la même séance à la même personne pendant 6 mois, du moment que ça peut répondre à sa question, à sa problématique, c'est pas grave. C'est pas… Moi, je sais, le truc, c'est qu'au départ, quand j'allais chez les gens, je me déplaçais avec tout le matos possible et inimaginable. Le Flowin, les élastiques, le TRX, je les avais tous. Le sac à dos, et j'y allais. Maintenant, j'ai sans matériel. C'est léger, ça ne prend pas de place. Élastique kettlebell. Ou alors le Swiss Ball. Le reste, après, des fois, je fais acheter 2-3 trucs aux clients qui, voilà, quand j'aurais fait tester le matos, et je dis, vous pouvez l'acheter, c'est pas cher ou c'est tant. Ouais. Mais il ne faut pas chercher à être dans le spectacle. Des fois, sur le net, c'est des séances de coaching qui tournent. Tu vois les vidéos, tu te dis, mais en fait, ils préparent le Cirque du Soleil ou ils sont dans le coaching sportif. Donc, et je me suis rendu compte que travailler sans matériel, ça le fait aussi. Alors, ça dépend pour qui. Ça dépend des objectifs. Mais la quinca qui veut se renforcer un peu musculairement, qui n'aime pas trop soulever des poids, machin, qui a plein d'a priori, fais-lui faire des pompes, fais-lui monter des escaliers, fais-lui faire des squats sur la première marche. Ça fonctionne. C'est pas ce qu'il y a de plus ludique, mais ça fonctionne. Et tant que ça répond à la question, voilà. Puis il ne faut pas avoir peur de poser des questions aux clients et d'être dans l'échange avec le client. Yes. En tout cas, merci. Merci à toi. C'était instructif. On a appris pas mal de choses. Merci. Merci également à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Cédric? Tu disais Facebook, c'est ça? Ouais, Facebook, donc Cédric Piéchoki. Et vous me retrouvez, je suis sur la périphérie Messine, en Lorraine, dans notre belle région Lorraine. Parfait. En tout cas, merci Cédric et à la semaine prochaine pour un nouvel invité. Allez, salut. Salut Andy.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.